Alors, la suite de l'héritage avec l'encapsulation et plus spécifiquement en fait, le, le mot-clé protected. Donc, on commence avec, disons, notre classe, notre hiérarchie ou notre modèle dans lequel on a une personne et un étudiant. Notre personne est read-only, notre étudiant est read-only avec constructeur validant, comme celui qu'on avait à dans la présentation précédente. Alors, supposons qu'on veut maintenant en faire une classe ou deux classes encapsulées et mutables. Comment on fait ça? Ben, tout simplement, ici, on voit notre personne, donc le champ devient privé. Et on ajoute ici un getter propriété et on ajoute un setter propriété validant potentiellement. Et ici, notre constructeur appelle notre setter. On met toujours notre member, notre nul parce que c'est un champ de type référence. Même chose pour la classe dérivée. On a notre champ ici qui devient privé. On a notre constructeur qui appelle notre base et qui appelle notre setter pour setter ici. Ici, on a notre setter qui va setter notre établissement et qui va aussi le valider. Et on a ici notre getter propriété. Donc, et ça, ben, ça marche. OK? Ça correspond à ce qu'on a déjà vu. À part que ici, ben, c'est ça. Notre constructeur doit appeler notre base, évidemment, comme on a vu dans le document précédemment. Et on appelle le setter. Donc, ça fonctionne. Donc, bingo. On peut arrêter le PowerPoint là et vous savez comment fonctionne l'encapsulation avec l'héritage. Donc, fini. Bon, évidemment, on n'arrête pas ça là. Donc, utilisation du modèle encapsulé. Bon, si jamais on crée ici une nouvelle étudiant, après ça, on fait un set nom dessus, mais avec un mauvais nom. Même si c'est un étudiant, l'étudiant hérite de personne. Puisqu'il hérite de personne, il y a son setter. Donc, set nom, paf, exception. OK? Donc, il n'y a pas de secret avec ça. C'est ce qu'on. C'est ça. Ça fonctionne tel qu'anticipé. Bon. Maintenant, on va modifier un petit peu les choses. Donc, dans notre classe personne, ici, on va rajouter un âge. Ici. Donc, notre nom, pour simplifier, va être read-only. C'est un champ encapsulé toujours, mais il est read-only. Et notre âge, mutable. Notre personne, constructeur, donc on va valider les arguments. Tout doux. On initialise nos champs. Et on a nos getter propriétés. Et on a notre fameuse méthode vieillir pour vieillir d'un an. Donc, vous voyez que je l'adore, cette méthode-là. Je vous la plug souvent. Donc, on a une personne qui peut vieillir d'un an. Okay? Bon, maintenant, supposons que, suite à l'élaboration d'un élixir de jouvence, un nouveau type de personne fait son apparition sur Terre. Donc, ces personnes peuvent non seulement vieillir comme n'importe quelle autre personne, mais ces personnes peuvent aussi rajeunir. Donc, naturellement, vous décidez d'en faire une classe descendante de la classe personne. Mais vous rencontrez un petit problème de compilation. Okay? Donc, vous faites ici une classe personne rajeunissante qui hérite de personne. Et ces personnes rajeunissantes-là, il faut leur rajouter un constructeur parce que personne possède un constructeur avec deux arguments. Et malheureusement, les constructeurs ne sont pas héritables. Donc, il faut absolument rajouter un nouveau constructeur personne rajeunissante qui prend les deux mêmes arguments et on appelle base avec ces deux mêmes arguments-là et on n'a pas de nouveau champ à initialiser, donc le corps d'un constructeur est vide.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une méthode rajeunir qui permet de rajeunir ici âge moins moins. Le problème, c'est que si on fait ça comme ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas? Parce que le champ âge, ici, le champ âge, est privé et que les classes descendantes, comme personnes rajeunissantes, n'ont pas accès au champ privé. Bien que le champ soit hérité par notre classe, le champ reste quand même privé et inaccessible. Donc, ça peut paraître étrange que ça fonctionne comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, ça ne compile pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème-là? Voilà la question. Alors, une des premières possibilités, c'est une suggestion de LinkPad lui-même. Quand vous l'utilisez, c'est que si jamais vous allez ici, vous mettez votre curseur, tout ça, vous cliquez sur une petite affaire, il va vous dire « Make Age Public ». Mais c'est pas la bonne chose à faire. Okay? Parce que age ou âge, on veut que l'âge reste privé, parce qu'on veut contrôler ce champ-là, on veut l'encapsuler. On ne veut pas qu'il soit public et que les gens de l'extérieur puissent faire n'importe quoi dessus. Okay? Donc, ce n'est pas une option souhaitable dans le cas présent. Donc, il existe cependant une solution mitoyenne entre un accès totalement privé et un accès totalement public. Il s'agit d'un accès dit protégé, donc protected. Donc, l'astuce consiste à déclarer dans la classe de base l'âge comme étant un champ protected. Donc, il n'est pas private, il n'est pas public, il est protected. Donc, quand vous le déclarez comme étant protected, il n'est pas accessible depuis l'extérieur, mais il est accessible dans les classes descendantes. Donc, vous voyez ici, le âge moins devient compilable, devient accessible. Le champ âge devient accessible dans les descendants parce qu'on a ici un attribut protected, ou protégé. Okay? Donc, c'est privé du point de vue des acteurs extérieurs à la hiérarchie d'héritage, mais ça reste publiquement accessible ou ça reste accessible aux classes qui héritent de notre classe de base. Donc maintenant, si on utilise le modèle, comme on le voit ici, donc si on se crée une personne rajeunissante, comme par exemple Benjamin, donc Benjamin a 20 ans initialement, on le vieillit, 21, on le rajeunit, 20, on le rajeunit encore, 19. On le dump, on voit ici, Benjamin, 19 ans. Donc, si après ça, on essaie d'accéder directement à l'âge de Benjamin, donc dynamic Benjamin point âge plus, donc on essaie directement d'accéder à son âge à l'extérieur comme ça. Là, ça nous le dit, donc person.âge is inaccessible. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, ça reste inaccessible. Donc, c'est protected, c'est protégé. On ne peut pas y accéder. Donc, due to its protection level. Une alternative à utiliser, comme on le fait ici, des champs private read-only, string no, protected int âge avec des getter propriétés, c'est d'utiliser carrément des autopropriétés. Ça simplifie un peu le code de faire ça comme ça. Donc, on peut ici d'abord utiliser un champ non, une autopropriété get, okay, parce que le champ n'est pas modifiable. Et on peut utiliser pour âge une autopropriété get protected set. Donc, pas private set, mais protected set. Donc, elle va être mutable dans la classe elle-même et dans tous ses descendants. Protected set. Donc, elle est mutable dans la classe elle-même et dans tous ses descendants. Donc, comme on le voit ici, vieillir, âge plus, et personne rajeunissante, on a ici âge moins. Okay. Une autre alternative aussi, ça serait de déclarer dans la classe de base un setter protégé ou protected. Donc, nos deux champs ici restent privés, le nom et l'âge restent private, comme on le voit ici, mais on déclare un setter, set âge, qui permet de modifier l'âge,
Mais ce setter-là est protected. Donc, c'est une méthode protected. Donc, la méthode étant protected, elle devient accessible dans les descendants. Donc, notre setter, ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, d'abord, on peut l'utiliser dans notre constructeur lui-même pour valider notre âge et initialiser notre âge. On aurait pu aussi l'utiliser dans notre méthode vieillir, mais la validation n'était pas nécessaire dans ce cas-là, donc on incrémente directement l'âge. Ça reste correct. Et ici, ce qu'on peut faire, c'est dans la classe descendante, ici comme on a, personne rajeunissante, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut invoquer notre setter protected. Okay? Donc le setter, on ne peut pas, quelqu'un de l'extérieur, vu que c'est protected, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas carrément appeler le setter. Okay? Le setter reste inaccessible en dehors de la hiérarchie. Okay? Mais dans le descendant, personne rajeunissante, on peut invoquer le setter protected. Donc, faire set âge, et après ça, âge moins 1, donc ce qui va décrémenter notre âge en faisant ça. Donc, privé ou protégé. Donc, maintenant que vous connaissez l'existence des membres protégés, la tentation va être grande de les utiliser souvent en remplacement des membres privés dans vos classes. Donc, vous allez dire, ben là, regarde, tout d'un coup, j'en ai besoin dans un descendant, je vais le mettre protected au cas où. OK? Pas vraiment, pas vraiment. Le raisonnement, c'est plutôt l'inverse. Je mets tout privé, puis si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin de mettre quelque chose protégé, ben vous le rajoutez. Okay? Donc, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Okay? Donc, on préfère en général les membres privés pour maximiser l'encapsulation, okay? Et la protection des données. Donc, on utilise les membres protégés seulement là où c'est nécessaire. Donc, il faut aussi savoir que les membres protégés dans des outils comme Visual Studio ou Linkpad vont avoir des pictogrammes distinctifs. Donc, par exemple, ici, si vous regardez les champs, vous avez le champ âge et le champ nom ici. Vous voyez que le champ nom, le champ âge, c'est-à-dire a une clé. La clé veut dire protected, tandis que le champ nom a un genre de cadenas. Le cadenas veut dire privé. Okay? Donc, privé, protected. Alors que ici, ben, on avait déjà vu ce petit symbole-là ici qui était pour extension. Okay. Même chose ici, on a MemberWise Clone. En tout cas, peut-être que ça va être caché par mon image, là, plus tard, en tout cas, peu importe. Pas mon image, en tout cas, mais en tout cas, peu importe. Mais bon, il y a une autre méthode ici qu'on voit qui est protégée avec un petit cadenas. Okay. Pas un cadenas, c'est-à-dire une clé. Mais c'est ça, il y a un pictogramme spécifique pour les membres protégés et aussi, comme vous aviez un pictogramme spécifique pour les membres privés. Donc, en résumé, pour ce qui est de l'héritage et de l'encapsulation, donc l'encapsulation et l'héritage font généralement bon ménage. Donc, les problèmes surviennent essentiellement lorsqu'une méthode dans une classe dérivée tente de modifier un champ, généralement privé, qui provient d'une classe de base. Okay? La solution la plus simple consiste alors à déclarer ce champ comme étant protected au lieu de private. Une autre solution, possiblement plus intéressante, parce qu'elle permet une forme de validation, consiste à déclarer un setter protected dans la classe de base. On a vu aussi comment on pouvait déclarer des autopropriétés protected set.